à ce webinaire de présentation du guide à l'embauche. Voilà, nous sommes ravis de vous présenter ce guide que nous avons travaillé durant plusieurs années. Euh, Tout au long de cette présentation, différents intervenants vont se succéder et à chaque fois se présenteront lors de leur première prise de parole. Je suis Aurélia Gray, conseillère installation de transmission à la Chambre d'agriculture du Var, et je laisse la parole à ma responsable Clélie Barral pour introduire ce webinaire. Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire. Alors, soucieux d'aider les agriculteurs au quotidien dans ces missions de service public, la Chambre d'agriculture est là pour aider les agriculteurs dans de nombreuses tâches administratives. Et c'est dans ce sens que nous avons sollicité et collaboré avec Pôle emploi, la MSA, la DETS et la FDSEA, afin d'élaborer ce guide à l'embauche destiné à vous, chers agriculteurs. Vous, en tant qu'agriculteur, parmi vos nombreuses casquettes, vous avez ou vous allez avoir à un moment donné de votre carrière, hein, la casquette aussi d'employeur, avec toutes les obligations et toutes les questions que vous pouvez vous poser. Et c'est ce pourquoi nous avons élaboré ce guide, et l'objectif de ce guide est donc de vous accompagner dans toutes vos démarches lors de recrutement de salariés, et de vous aider à répondre à toutes vos premières questions sur le salariat tout au long de votre carrière d'employeur. Et donc cette présentation a pour but de vous donner un aperçu des réponses que vous allez trouver dans ce guide. Je vous remercie à tous et bon webinaire. Alors pour cette diapo, nous avions normalement donc Valérie Barxa qui était là pour présenter cette diapositive. Vu qu'elle n'est pas là, est-ce que Isabelle, tu veux présenter les partenariats? Oui, bonjour à tous. Donc Isabelle Arnaud, je suis la responsable de la FDSEA du Var, la Fédération des exploitants agricoles, qui représente les employeurs sur le département. Et nous sommes très engagés au niveau de l'emploi et travaillons dans le cadre de la commission emploi avec les partenaires des syndicats de salariés. Et nous avons eu l'occasion de présenter ce projet au cours de la commission emploi départementale et recueilli l'adhésion de certains syndicats qui ont souhaité apposer leur logo sur ce guide qui, du coup, est un guide partenarial et qui est utile autant pour les employeurs que pour les salariés. Alors, durant ce webinaire, de quoi va-t-on parler? Tout d'abord de vos besoins, bien sûr, des aides et des dispositifs existants, de la recherche et du recrutement, des formalités avant, lors de l'embauche, et puis des formalités au cours du contrat, jusqu'à la clôture d'un contrat, comment se passe la fin de contrat. Comme vous le voyez, on suit exactement les 7 fiches du guide à l'embauche que j'espère que vous avez tous pu télécharger. Bonjour à tous, je suis Pascal Voituron, je travaille à la DT du Var, à Pôle emploi, et j'ai collaboré avec les équipes à ce guide pour l'embauche, destiné aux agriculteurs du Var. Voilà. Donc, je travaille à la direction départementale du Var, et donc on va commencer par un premier sondage. Est-ce que vous le savez? Combien de temps pourra durer la période d'essai d'un ouvrier en CDD de moins de 6 mois? Est-ce que c'est 1 jour par semaine de contrat, 2 mois renouvelables une fois ou 4 mois renouvelables une fois?
Alors, le type de contrat utilisé sera choisi en fonction de votre besoin, bien sûr. Donc, est-ce que ce sera un contrat ponctuel ou permanent? Pour un contrat permanent, vous pourrez réaliser un CDI, bien sûr. Dans ce cas, la période d'essai, elle est fonction de la convention collective et du statut du salarié que vous allez embaucher. Elle se calcule en nombre de mois. C'est pas pareil si vous recrutez un cadre ou un ouvrier, bien sûr. Pour un contrat ponctuel type CDD, donc CDD saisonnier, CDD classique, attention, ce type de contrat, il est régi par des règles bien spécifiques. La période d'essai est notamment fixée en fonction du nombre de jours travaillés. Un CDD, donc, ne doit pas avoir pour objectif ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. C'est pour cette raison, généralement, que les équipes de Pôle emploi vous refusent l'offre ou négocient un contrat. Par exemple, Monsieur Poussin, maraîcher, souhaite recruter donc un ouvrier en CDI à temps plein pour 2 mois afin de l'aider à ramasser ses primeurs. Dans ce cas, par exemple, le sondage, la période d'essai, c'est un CDD de plus de 2 mois à temps plein. Elle est d'au maximum 1 jour par semaine de contrat CDD. Dans le cas de 2 mois à temps plein, un CDD de 2 mois, c'est 2 fois 4 semaines, donc 8 jours de période d'essai. Si vous faites un CDI immédiatement après le CDD, si vous l'embauchez, évidemment, il n'y aura pas de période d'essai. Ça semble logique. Ce CDD ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire. Il vous engage, vous comme le salarié, sur toute la durée du contrat. La rupture anticipée d'un CDD n'est normalement pas possible, sauf cas exceptionnel fixé par le Code du travail, et Béatrice Sauvia vous en parlera. Isabelle? D'accord. Donc oui, donc Isabelle Arnaud, donc je me suis déjà présentée, au moment de l'explication sur le partenariat avec les syndicats de salariés. Donc, au moment de l'embauche, est-ce que vous savez, si on peut cumuler une exonération TE-DE, et la RGC, donc la réduction, courante sur les contrats sur une année civile pour le même salarié? Bonjour, bon, il y a eu un petit couac, mais c'est pas grave. Bonjour, Catherine Riccino, je suis conseillère en entreprise auprès de la Mutualité sociale agricole de la MSA Provence-Azur. Donc nous avons un rôle en tant que conseiller entreprise d'accompagnement des entreprises et des tiers déclarants agricoles au niveau des déclarations sociales. On organise assez régulièrement des réunions d'information, mais aussi on peut faire des rendez-vous individuels sur des thématiques bien particulières ou sur vos dossiers. Donc n'hésitez pas à nous contacter en cas de besoin. Donc au niveau des aides et dispositifs, lorsqu'on va embaucher un salarié, la première question qu'on se pose forcément, c'est le côté financier. Au niveau des réductions de charges patronales, les réductions les plus courantes sont la réduction générale des cotisations. Donc, c'est un dispositif qui est commun au régime agricole et au régime général. Et la réduction aux travailleurs occasionnels demandeurs d'emploi, la TODE, là, c'est une réduction qui est spécifique au régime agricole. Au niveau de l'application de ces réductions, ça va dépendre du secteur d'activité de l'entreprise, du poste que va occuper le salarié, mais aussi du type de contrat, s'il s'agit d'un CDD ou d'un CDI. Le nombre de jours aussi où on va employer le salarié sur une année civile va déterminer si on peut ou non appliquer la réduction travailleur occasionnel, ainsi que la rémunération. Toute rémunération inférieure à 1,6 fois de SMIC horaire, ces deux réductions peuvent être appliquées pour les salariés. Donc, on va voir un petit exemple.
Donc, Bon. toujours Monsieur Poussin, qui souhaite recruter Adrien pour l'aider dans ses cultures tout au long de l'année, pour une rémunération à temps plein de 1 747,20 € brut. Donc, il faut savoir, en cotisation, on parle toujours de rémunération, mais toujours en brut. On ne parle jamais du net. Donc, en contrat saisonnier, il va embaucher Adrien. Donc, si Adrien travaille, tout contrat confondu sur l'année civile, maximum 119 jours, il faut savoir que par rapport à sa rémunération, la réduction travailleur occasionnel va être plus intéressante que la réduction générale des cotisations. Cette réduction va être totale pendant 119 jours sur l'année civile de travail effectif. À partir du moment que la rémunération du salarié n'excède pas 1,2 fois le SMIC horaire, puisqu'à partir de là, elle va devenir dégressive. Et la réduction doit être demandée au moment de la déclaration d'embauche. Donc, on parlera un peu plus loin. Par contre, si Adrien est embauché plus longtemps que 119 jours sur toute l'année civile, tout contrat confondu, à ce moment-là, la réduction générale des cotisations devient plus intéressante que la travailleur occasionnel. La réduction va être totale à partir du moment où la rémunération est égale au SMIC horaire, et elle va devenir par contre dégressive dès qu'on va augmenter la rémunération. Il n'y a pas de demande à effectuer lors de la déclaration d'embauche. Elle se applique automatiquement en fonction de la rémunération. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces deux réductions ne sont pas cumulables l'une avec l'autre. Donc ça, c'est pour un salarié, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte lorsqu'on décide en début d'année d'embaucher un salarié. Il faut anticiper le nombre de jours pour lequel on va avoir recours à ce salarié au cours de l'année, ce qui va nous permettre déjà de déterminer quelle est la réduction qui est la plus appropriée à appliquer. Je passe la main à Isabelle. Effectivement, quand on recrute un salarié, on peut, il y a effectivement les exonérations de cotisations, mais il y a aussi d'autres aides et dispositifs qui existent et qui sont fonction de différentes choses. D'une part, du profil du candidat. Est-ce qu'il s'agit d'un jeune, d'un senior, d'un demandeur d'emploi longue durée, d'une personne qui bénéficie d'une reconnaissance de travailleur handicapé? Ces aides et ces dispositifs dépendent également du type de contrat que l'on souhaite conclure, un CDI, un CDD. Elles dépendent, également, donc on vient de le voir, de la réduction, soit une réduction générale, soit TODE. Les aides peuvent aussi être corrélées à la zone géographique. On a des zones d'emploi franc ou des zones de revitalisation rurale, et puis également de la montée en compétences qu'on souhaite proposer à notre salarié en travaillant sur de l'apprentissage, du contrat de professionnalisation expérimentale ou un dispositif défi emploi, par exemple. Alors, pour revenir sur un cas concret, Monsieur Poussin qui souhaite recruter Pierre, qui a 21 ans et qui est résident à Lamartre. Il est atteint d'une légère surdité avec une reconnaissance RQTH. Dans ce cas-là, l'entreprise peut cumuler à la fois la réduction générale des cotisations, car Pierre sera embauché donc à temps plein au minimum conventionnel, l'aide de zone de revitalisation rurale, car l'exploitation se trouve dans une zone à redynamiser, donc à la Martre. L'aide pour les employeurs d'apprentis, car Pierre va être formé dans le cadre d'un contrat d'apprentissage, et l'aide à l'alternance d'une personne handicapée. Voilà. L'entreprise peut également bénéficier d'un financement du tutorat, qui va permettre de valoriser le temps passé soit par l'employeur directement, soit par un salarié plus expérimenté, pour la montée en compétences de Pierre. Donc, bonjour à tous, je me suis déjà présentée. Donc, je suis en charge de la présentation de l'affiche numéro 3. Donc, un premier sondage, est-ce que vous le savez? Donc, est-ce que des compétences, qu'est-ce que c'est? Des savoirs, des savoir-faire, des savoir-être ou les 3 compétences à la fois? Donc, la fiche numéro 3, recherche et recrutement, elle permet de faire le point sur le poste proposé,
les principales tâches à accomplir et les différentes compétences nécessaires aux salariés. Donc la question à vous poser, c'est que fera mon ouvrier? Quelles seront ses missions? Quels seront ses savoirs? Quelle sera la théorie qu'il devra savoir? Qu'est-ce qu'il devra savoir faire? Donc quelle est sa pratique? Et comment il devra se comporter? Son savoir-être comportemental en fonction professionnelle. Une fois cette étape réalisée, vous pourrez diffuser votre annonce via différents canaux. Alors Pôle emploi n'est pas le seul canal, bien sûr. Et enfin, choisir votre candidat ou vos candidats si vous en recrutez plusieurs. Par exemple, Monsieur Poussin, toujours à la Martre, il cherche à recruter pour ramasser les primeurs au printemps pendant 2 mois, un CDD ouvrier, vous l'avez bien compris. Il fait le point sur les compétences qui sont nécessaires à son ouvrier pour bien mener à exécution les missions qu'il lui donnera. Donc, il faudra qu'il connaisse les plantes maraîchères, par exemple, qu'il apprécie le travail en extérieur parce qu'il va travailler dehors, évidemment, quel que soit le temps qu'il fera. Il devra savoir déterminer le stade de maturité de chaque produit. Ça vous semble évident, mais ce n'est pas évident pour tout le monde. Il devra savoir travailler sous pression parce qu'il devra récolter rapidement pour assurer la qualité des produits et respecter les besoins des clients. Il devra être rigoureux et respectueux des règles et surtout être ponctuel. Ce sera un plus s'il sait conduire un engin agricole. Monsieur Poussin, il devra faire attention à ne pas être en surpoids de travail tout de suite pour avoir le temps de former au métier le salarié qu'il va recruter avant la période intensive d'activité. Il peut aller sur Internet pour diffuser son besoin, donc chez nous, à Pôle emploi ou bien ailleurs, LinkedIn, Indeed, etc. Ou bien appeler son agence Pôle emploi ou d'autres. Donc là, il faut savoir qu'il va falloir faire des formalités avant d'embaucher votre salarié. Donc là, on va le voir un peu juste après. Juste avant, on va un petit sondage. Si vous embauchez un salarié en CDD pendant 15 jours, est-ce que je dois souscrire un contrat de complémentaire frais de santé? Oui ou non? Donc, avant d'embaucher un salarié, il va falloir que vous fassiez quelques démarches. Dans un premier temps, il est très important d'identifier la convention collective dont vous dépendez. Elle va vous permettre de connaître toutes les règles de votre filière à appliquer. Par exemple, est-ce que vous devez ou non appliquer un panier repas, les indemnités de petits trajets, est-ce qu'au niveau du contrat collectif de prévoyance, est-ce que vous devez l'appliquer tout de suite dès le premier jour d'embauche ou au bout de 6 mois d'ancienneté, etc. Donc ça, la convention collective, c'est indispensable de la connaître et de l'identifier. Autre chose, vous allez devoir contacter l'organisme assureur de votre choix afin de souscrire un contrat collectif de complémentaire frais de santé, le CFS, et un contrat collectif de prévoyance, le CCP. Donc ça, c'est obligatoire, quel que soit le type de salarié que vous embauchez. C'est une obligation en tant qu'employeur. Vous devez avoir ces 2 contrats pour l'entreprise. Autre étape, il va falloir ouvrir un espace privé employeur, votre espace privé employeur auprès de la MSA, qui va vous permettre d'effectuer vos démarches lorsque vous allez embaucher vos salariés, et établir le document unique d'évaluation des risques. Ça, on va en parler un peu plus loin. Bonjour, donc je me présente Béatrice Sauvia. Je suis directrice adjointe du travail à la DETS. Donc la DETS, c'est la Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités. Et donc je représente l'inspection du travail. On a une inspection du travail spécifique à l'agriculture et on a participé à ce guide, bien entendu, par rapport au droit du travail, sachant que l'inspection du travail est là à la fois pour réaliser des contrôles, mais aussi pour accompagner les entreprises et les salariés, bien entendu, dans l'ensemble de la vie du contrat. Donc, je vais passer directement la parole à ma collègue de la MSA pour les premières présentations, puis je reviendrai par la suite. Alors, au niveau des formalités de l'embauche, évidemment, votre salarié, il va falloir que vous le déclariez pour que vous puissiez payer les charges et puis
Donc, au niveau de la déclaration, le salarié est à déclarer à la MSA dont vous dépendez. Ça va se faire par le biais de la déclaration préalable à l'embauche, la DPAE. Cette déclaration est à nous transmettre 8 jours avant l'embauche, au plus tôt, et au plus tard dans les instants qui précèdent l'embauche sur le site de la MSA, puisque je vous rappelle que vous aurez ouvert un compte employeur sur notre site, ou bien alors aussi vous pouvez le faire sur le site de Net Entreprise, qui est un portail destiné aux employeurs pour les déclarations sociales. Vous devez aussi nous fournir tout ce qui est documents nécessaires à l'immatriculation de votre salarié, donc copie de pièce d'identité, extrait de date de naissance, etc. Pour les salariés qui sont étrangers hors espace économique européen, il va falloir aussi que vous alliez vérifier la validité des titres de séjour et de l'autorisation de travail auprès de la préfecture. Mais aussi, il va falloir vous assurer que votre salarié, et c'est de votre responsabilité, ait bien un suivi médical qui est adapté à sa situation. Donc, pour que le service, information importante, le suivi médical va être déterminé par les informations que vous allez nous transmettre lorsque vous allez faire votre déclaration d'embauche. Donc, le type de contrat, la durée du contrat, mais aussi les informations de santé de votre salarié qui vont être reportées sur la déclaration d'embauche. Il y a un pavé qui est prévu à cet effet, ainsi que les expositions particulières auxquelles peut être exposé votre salarié au cours de ses missions dans votre entreprise. Donc, toutes ces informations-là sont bien à reporter lorsque vous faites la déclaration d'embauche. C'est très important pour le suivi de santé de votre salarié. Je repasse la parole Tu as ton Béatrice, micro qui est coupé. Ouais. Là, il y avait un... Il y a un exemple de la MSA, je te laisse le présenter peut-être? Oui, pardon. Donc, Monsieur Poussin embauche ce jour à 8h30 David, un salarié équatorien. Donc, avant d'embaucher David, Monsieur Poussin a fait toutes les démarches nécessaires et a vérifié la validité déjà du titre de séjour et l'autorisation de travail de David sur le territoire français. Donc ça, c'était la première démarche qu'il a effectuée. Comme il avait anticipé l'embauche, Monsieur Poussin est très prévoyant, il a déjà son espace employeur qui est ouvert. Et du coup, ce matin à 8h, il a pu faire le nécessaire pour déclarer son salarié auprès de la MSA. Donc, il a fait sa déclaration d'embauche et il nous a adressé par mail tous les documents nécessaires à l'immatriculation de David. Donc, je reprends la main. Parmi les formalités lors de l'embauche, donc on vous a déjà présenté effectivement la DPAE, la première formalité. Il y a une autre formalité essentielle qui est assez connue, c'est le registre unique du personnel, c'est-à-dire un cahier tout simplement sur lequel on va indiquer les salariés dans l'ordre de l'embauchage. Donc, quand on embauche un salarié, on va indiquer son nom au fur et à mesure. On va indiquer le type de contrat qu'il a, si c'est un temps partiel par exemple. On va indiquer aussi nos stagiaires, mettre le cas échéant, s'il y a lieu, des titres de travail pour les salariés étrangers. Donc, systématiquement, on va devoir tenir ce registre unique du personnel qui est un simple cahier. Donc, sur un petit le saviez-vous, sur le contrat de travail, dans quel cas faut-il rédiger un contrat de travail? Un contrat de travail écrit n'est jamais obligatoire. Un contrat de travail écrit est obligatoire dans certains cas, notamment pour les CDD et les contrats à temps partiel. Et un contrat écrit est obligatoire dans tous les cas, même pour un CDI à temps plein. Donc, je ne vois pas les résultats. Alors, je ne sais pas ce que vous avez répondu, mais si on peut passer à la diapo d'après, le principe, c'est que le contrat de travail n'est pas systématiquement obligatoire, mais il est obligatoire dans certains cas. Ainsi, pour le contrat de travail à temps partiel notamment, et vous avez beaucoup dans vos métiers de contrat de travail à temps partiel, ou pour le contrat à durée déterminée, par exemple un contrat saisonnier, c'est obligatoirement un contrat écrit. Puisque sinon, en fait, si on n'a pas de contrat, on considère qu'on est en CDI et à temps plein. On peut même voir son contrat requalifié par le Conseil des prud'hommes en CDI à temps plein si on ne prévoit rien par écrit. Par contre, pour un CDI temps plein, on peut très bien ne pas avoir un contrat écrit.
pour répondre au petit questionnaire d'avant. Le contrat de travail, comme on le sait, ça précise les éléments essentiels de la relation de travail, la rémunération, la qualification, la durée du travail, la convention collective, les horaires. En fait, tout ce qu'on souhaite préciser dans ce contrat sera indiqué. On peut passer à la diapo d'après. Et à ce titre-là, un petit exemple, Monsieur Poussin, toujours, n'a pas besoin d'un salarié à temps plein. Il part sur une embauche à temps partiel avec un besoin limité en temps de travail. Donc, on part sur un temps partiel à 20 heures par semaine. Puisque ce sera un contrat à temps partiel, il devra nécessairement faire un contrat écrit. Et ce qui est très important dans un contrat à temps partiel, on vous en parle parce que c'est assez fréquent dans vos métiers, c'est qu'il faut préciser, bien entendu, la durée du travail. Il faut expliquer comment est-ce qu'elle sera répartie au sein des jours de la semaine et au sein des semaines du mois, et aussi dans quel cas et comment est-ce qu'on fera éventuellement des modifications. Puisqu'un contrat à temps partiel, il est possible que la personne souhaite travailler ailleurs. Donc, il faut qu'elle ait la possibilité de savoir comment est-ce que va s'organiser sa durée du travail. Donc, on va passer à la fiche 6 qui correspond aux formalités au cours du contrat de travail. Donc, le saviez-vous, pour utiliser des équipements de travail, l'employeur doit informer et former ses salariés à l'utilisation des équipements de travail en sécurité. La formation initiale du salarié suffit ou une formation n'est obligatoire que pour certaines machines. Donc, l'idée de ce sondage, bien entendu, c'est de mettre le point en fait sur la question de la sécurité des travailleurs, puisque parmi les obligations de base, quand on met en place un contrat de travail, il va y avoir la sécurité des travailleurs et l'employeur a un rôle important à jouer en la matière. Donc là, l'employeur, il doit veiller à la sécurité des travailleurs qu'il embauche, évaluer les risques, c'est-à-dire se poser la question au sein de mon entreprise, quels sont les risques qui existent? Et à partir de ces risques, par exemple, est-ce que j'ai des risques liés aux machines que j'utilise, risque de coupure, par exemple, risque de projection? Est-ce que j'ai des risques liés, par exemple, aux produits chimiques que j'utilise, etc. On va se poser la question de tous les risques qu'on a dans une entreprise et à partir de ça, établir des mesures de prévention. Donc, comme vous l'a dit tout à l'heure, la MSA, on établit un document unique d'évaluation des risques professionnels, c'est-à-dire que l'employeur, vous-même, allez noter l'ensemble des risques avec les salariés, vous allez regarder les risques auxquels vous êtes confrontés et dire ce que vous allez faire pour lutter contre ces risques. Il faut fournir des équipements de protection collective, c'est-à-dire qu'avant tout, on essaie de protéger de façon collective les travailleurs. Ça peut être des protections sur des machines, par exemple. Et enfin, lorsqu'on ne peut plus protéger de manière collective en fait, les travailleurs, une protection collective, ça peut être aussi de mettre un dispositif de protection contre le risque de chute de hauteur, par exemple. Lorsqu'on ne peut plus, eh bien, il faut aussi mettre des équipements de protection individuels que vous connaissez dans vos types de métiers. On va avoir, par exemple, des gants adaptés, on va avoir pour certains travaux des lunettes, et c'est l'employeur qui doit fournir ces équipements de protection. Et enfin, on informe et forme ses travailleurs. Et pour répondre à la question précédente qui vous a été posée, on informe et on forme ses travailleurs à la sécurité pour l'ensemble des équipements de travail. À ce titre, un petit exemple, dans l'entreprise de maraîchage de Monsieur Poussin, plusieurs machines sont utilisées. Forcément, en tant que maraîcher, il y a un certain nombre d'équipements de travail, de machines qui sont utilisés. Et à ce titre-là, l'employeur doit d'abord s'assurer que ces équipements sont conformes, par exemple qu'ils ont les protecteurs adéquats, mais il doit aussi former et informer ses salariés à l'utilisation en sécurité des équipements. Donc, dans tous les cas, en fait, il doit s'assurer que ses salariés sont formés à l'utilisation en sécurité. Quelle que soit la machine, quel que soit l'équipement, même si on a des salariés qui ont déjà une formation initiale. Et enfin, Monsieur Poussin devra aussi fournir des équipements de protection individuelle adaptés. Donc là, il va voir dans la notice sur chaque machine, en fait, quels sont les équipements de protection individuelle qui sont nécessaires pour, s'il faut, se faire aider par le médecin du travail. Et il va fournir, en fait, en fonction de ce qui est demandé, les lunettes qui vont bien, les gants, les chaussures de sécurité, etc. C'est bien à l'employeur de les fournir.
Donc, le saviez-vous? On va passer à, on a parlé de sécurité, maintenant on va parler de temps de travail, hein, puisque c'est une question aussi, quand on met en place, en fait, quand on embauche quelqu'un pour la première fois, comment est-ce qu'on va faire pour organiser son temps de travail et le décompter, surtout en l'espèce. Donc, le saviez-vous? Lorsque les horaires ne sont pas fixes, à ce moment-là, si les horaires sont fixes, ils sont affichés et transmis à l'inspection du travail, que faut-il faire pour décompter les heures de travail? Donc, est-ce qu'un planning remis au salarié suffit? Si on prévoit les heures de travail, on le remet au salarié, est-ce que ça suffit? Ou alors, est-ce qu'il faut faire un véritable décompte en enregistrant tous les jours les heures de travail sur un document spécifique? Donc, le décompte de la durée du travail. Donc, effectivement, il est bien prévu qu'il faille enregistrer les horaires. Ça ne suffit pas de faire un planning, hein. On peut faire un planning en plus, mais néanmoins, il faudra chaque jour aller décompter les horaires de travail, donc c'est-à-dire faire un espèce de pointage manuel, on va dire, sur un document en marquant j'ai débuté mon travail à telle heure, je l'ai fini à telle heure, j'ai pris ma pause méridienne à midi, par exemple, je la reprends, je finis à 13 heures, ma pause méridienne, puis je finis la journée à 15 heures. À ce moment-là, l'employeur devra indiquer ça chaque jour, en fait, sur un document spécifique. Si jamais les heures, en fait, ne changent jamais, en fait, si on est sur des heures fixes, ce qui est en général pas le cas dans votre type de métier, à ce moment-là, on peut afficher l'horaire de travail. Si par exemple, on commence tous les jours à 7 heures, qu'on a une pause systématiquement de midi à 13 heures et qu'on finit à 15 heures, quoi qu'il arrive. Mais à ce moment-là, en plus de cet affichage, il faudra l'envoyer avant à l'inspection du travail pour informer de l'affichage. C'est pour ça que ce qu'on vous invite à faire en tant que primo-embauchant, hein, ou en tant qu'employeur tout court, c'est plutôt l'enregistrement des horaires, puisque on sait qu'en fonction de la météo, on sait qu'en fonction de la maturation des produits, etc., vous n'allez pas, les salariés plutôt ne vont pas commencer à la même heure et finir à la même heure. Et donc, il faudra enregistrer ça pour permettre à la fin du mois d'avoir le nombre d'heures du salarié exact et le nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires, le cas échéant. Donc, à ce titre, on vous donne un petit exemple à nouveau, hein, toujours dans cette entreprise de M. Poussin. Ces horaires sont susceptibles de varier. Hein. Là, on est sur du maraîchage. On sait qu'il y a des possibilités de varier selon notamment la météo. Hein, il doit donc enregistrer chaque jour sur un document, un type papier libre, hein, prévu à cet effet, le nombre d'heures de travail effectuées par chaque salarié ou les heures de début et de fin de chacune de leurs périodes de travail. Ce qu'on vous propose, pour plus de simplicité, c'est de marquer effectivement comme une pointeuse, mais au stylo, en disant j'arrive à telle heure, je finis à telle heure, et s'il y a une pause, d'indiquer la pause précisément. Je laisse la parole à nouveau à la MSA. Alors là, on a vu toute la partie réglementaire et maintenant, on va voir comment il faut effectuer comment procéder pour déclarer ses cotisations et régler ses charges sociales. Donc, si vous embauchez un salarié pour un contrat de 4 mois, est-ce que vous pouvez effectuer vos déclarations sociales directement avec la DSN, donc la déclaration sociale nominative, le TESA+ ou le TESA simplifié, qui sont 3 outils qui sont utilisés pour effectuer les déclarations sociales. Donc, à chaque fin de mois ou à la fin du contrat du salarié, il va être nécessaire, ce que je vous disais, d'établir un bulletin de salaire, mais aussi de régler son salarié, lui régler son salaire, mais aussi de déclarer les salaires et de régler les cotisations auprès de la MSA, mais aussi des autres organismes complémentaires, type prévoyance, le prélèvement à la source, donc les impôts, la complémentaire frais de santé, etc. Donc, pour faire ces déclarations, il existe 3 outils qui sont mis à votre disposition. Il y a la DSN, donc la déclaration sociale nominative. Donc ça, c'est l'outil qui est l'outil principal et obligatoire pour l'ensemble des employeurs. Il y a le TESA+, le titre emploi service agricole.
et le TESA simplifié, le titre emploi service agricole simplifié. Donc ça, ce sont 2 dispositifs qui sont mis à disposition des employeurs agricoles qui ne peuvent pas faire de DSN par leurs propres moyens. Donc on va voir juste après un récapitulatif de chaque outil et de ce qu'il fait. Donc c'est vraiment très simplifié, hein, on a essayé de faire quelque chose d'assez compact, on va dire. Donc, au niveau de la déclaration sociale nominative, la DSN, ça nécessite d'avoir un logiciel de paye, ce qui a un coût pour l'entreprise, ou bien alors de passer par un tiers déclarant. Donc, tiers déclarant, ça peut être un cabinet comptable ou une tierce personne qui effectue les déclarations à votre place. Cette DSN va vous permettre d'effectuer l'ensemble des déclarations sociales, sauf la déclaration d'embauche. Vous êtes toujours obligé de faire la déclaration d'embauche à part, même quand vous utilisez la DSN. Au niveau des contrats, la DSN va vous permettre de déclarer l'ensemble des contrats, aussi bien les CDD que les CDI, les contrats d'apprentissage, les contrats particuliers d'insertion, etc. Donc la DSN est un outil qui est utilisable pour tous les cas de figure. La seule chose pour laquelle la DSN n'est pas possible, enfin on ne peut pas utiliser la DSN, c'est lorsqu'on a une entreprise qui n'est pas sirénisée. La DSN nécessite d'avoir une entreprise, un numéro SIRET pour pouvoir faire ces déclarations. Au niveau du bulletin de salaire, vous allez faire un bulletin de salaire qui est complet, puisque vous partez d'un logiciel de paye et vous établissez votre bulletin de salaire, ce qui vous permet d'établir une DSN. Et au niveau de la déclaration, eh bien, vous faites une seule déclaration lorsque vous envoyez votre DSN et qui va partir à tous les organismes concernés au niveau des charges sociales et des cotisations. Le TESA Plus et le TESA simplifié, ce sont, je vous disais, 2 outils qui sont mis à la disposition de la MSA aux employeurs qui ne peuvent pas faire de DSN. Les 2 dispositifs permettent d'effectuer la déclaration d'embauche, le contrat de travail, le registre unique du personnel, le bulletin de salaire, et à la fin du contrat, ça va générer une attestation pour Pôle emploi et le certificat de fin de contrat. Donc ça, ces 2 dispositifs vous permettent de faire toutes ces déclarations. Au niveau du TESA+, on peut déclarer tous les contrats. Bon, il existe des cas d'exclusion en fonction de la rémunération, de l'activité de l'entreprise. Donc ça, en cas de doute, vous n'hésitez pas à nous contacter. On pourra vous donner les cas d'exclusion. Le bulletin de salaire, c'est comme la DSN, on va avoir un bulletin de salaire complet. Et au niveau du TESA+, la DSN, en fait, est produite par la MSA. Donc, c'est nous qui allons faire la DSN à votre place. Et du coup, lorsque vous faites votre bulletin de salaire, vous faites une seule déclaration et c'est nous qui nous occupons de produire la DSN et du coup d'envoyer toutes les informations à tous les organismes partenaires. La différence avec le TESA simplifié, c'est que le TESA simplifié, on ne peut l'utiliser que pour des contrats de moins de 3 mois. C'est plutôt pour des contrats saisonniers, donc contrats basiques, CDD classiques. On va produire un bulletin de salaire partiel. Donc, s'il y a des cotisations qui ne sont pas appelées par la MSA, il va falloir aller les rajouter. Et au niveau des déclarations, vous allez être obligé de faire les déclarations vers les autres organismes qui ne sont pas appelés par la MSA. Par exemple, complémentaires frais de santé, prévoyance. Vous allez être obligé de faire vos déclarations, une deuxième déclaration, voire une troisième déclaration pour ces organismes-là. Donc, ce n'est pas une déclaration unique. Le TESA simplifié est très limité au niveau utilisation. On va voir la diapo suivante. Donc, un exemple, Monsieur Poussin va embaucher 2 salariés sur son exploitation, Marc en CDD pour une durée de 7 mois et Daniel pour une durée de 15 jours. Pour établir ses bulletins de salaire et effectuer les déclarations sociales et régler ses cotisations, il va pouvoir avoir plusieurs possibilités. Soit il va demander à un cabinet comptable ou un tiers déclarant de gérer la paye de Marc, donc il va passer par la DSN, et il va s'occuper de la gestion de Daniel en TESA simplifié ou en TESA+. Soit il décide de s'occuper de la gestion de Marc tout seul et de Daniel,
Donc, en utilisant le TESA+, puisqu'il va pouvoir faire les déclarations de Marc et Daniel avec le TESA+, ou bien alors en faisant de la DSN, s'il possède un logiciel de paye ou s'il passe par un cabinet comptable pour lequel il a délégué la gestion des 2 salariés. Donc, on va voir maintenant lorsque votre salarié vous quitte. Un petit sondage. Qu'est-ce qu'on doit remettre à son salarié à la fin du contrat? Donc, vous avez plusieurs options possibles. Une attestation Pôle emploi, une lettre de recommandation, un souvenir de l'entreprise, parce qu'on est sympa, un solde de tout compte ou un certificat de fin de contrat. Alors, lorsque le salarié quitte l'entreprise, il peut y avoir plusieurs raisons à cela. Ça, c'est tout simplement la fin de son CDD, le salarié va démissionner, l'entreprise cesse son activité, etc. Enfin, il peut y avoir plusieurs causes possibles. Mais dans tous les cas, vous devez effectuer une déclaration de débauchage. Donc ça se fait soit par le biais de la DSN en effectuant une DSN événementielle, ou bien alors on va déclarer la fin du contrat en effectuant le TESA+ ou TESA simplifié, c'est-à-dire sur le bulletin de salaire, vous allez indiquer que votre salarié sort de votre entreprise, en indiquant la date de fin. Et on va lui remettre un certificat de fin de contrat, un solde de tout compte et une attestation de Pôle emploi. Je repasse la main à Aurélia pour le mot de clôture. Donc, pour clôturer cet webinaire, la Chambre d'agriculture du Var, Pôle emploi, la MSA, la DETS ainsi que tous les partenaires sociaux, la FDSEA qui a participé avec nous à la création de ce guide, et les syndicats de salariés, qui l'ont validé, souhaitent que ce guide soit vraiment utile, aux agriculteurs et surtout qu'il permette d'encourager l'embauche dans notre département. Nous allons passer à la période de questions, parce qu'il est important que vous puissiez, poser toutes les questions qui vous taraudent. Donc, dans la conversation, j'ai pas remarqué tout au long de cette présentation que vous avez, posé des questions. Donc n'hésitez pas à lever la main, c'est-à-dire, sur le petit bouton avec la main, tout en haut de votre écran. Si vous avez des questions, à ce moment-là, je vous, permettrai de poser vos questions directement à nos intervenants. Est-ce que certains d'entre vous ont des questions ou est-ce que cette présentation était claire et limpide à première vue? Je vous laisse un peu de temps. Quelles sont les zones d'emploi franc et de hop, je prends la question. Quelles sont les zones d'emploi franc et de revitalisation rurale dans le Var? Quelle est la personne parmi nos invités qui veut répondre? Isabelle. Oui, alors, j'ai pas là, les c'est par commune en fait, hein, donc je peux pas là vous donner la liste, exhaustive des communes, mais par contre je pourrais, la faire passer, pour qu'elle soit diffusée. Alors, sachant qu'à la suite de ce webinaire, tous les participants, qui se sont inscrits au préalable, auront droit à un mail dans lequel je mettrai, donc le PDF de ce PowerPoint, avec les réponses au sondage bien sûr, ainsi que le guide. Et donc du coup, si Isabelle me fait passer, ce fichier, je vous le transmettrai avec. Donc sinon la question qui s'enchaîne, c'est où est disponible cette liste? Heu, Alors, Aurélia, oui, c'est Pascal. Donc, oui. la liste, elle est disponible dans, je vous mets le lien, datagouvernement.fr. Carte interactive des zones de revitalisation rurale et zones franches, très certainement, de 2023. D'accord, si tu veux, tu peux copier le lien Ah, dans les attends, conversations. je le fais. Donc, je mets ça. Je Voilà, mets les 2, hein. Bouge pour pas. les autres participants, n'hésitez pas à poser des questions, dans la partie conversation, ce qui pour certains peut éviter, d'avoir à prendre la parole, ce qui effectivement est pas forcément très agréable pour tout le monde. Alors, il y a celle-là. J'y arrive. Ici.
Et il y a ici, bougez pas, j'y viens, hop. Voilà, hop. Par exemple, et la même chose existe pour les zones franches, je pense. CTRL-C, hop. Et voilà, Merci beaucoup Pascal, je c'est t'en prie. parfait. Dans le mail, que je vous enverrai, je vous remettrai, les liens. C'est quoi les défis emploi? Une question de Camille, c'est quoi les défis emploi? Alors là encore, si tu veux, je peux répondre. Donc le défi emploi, c'est un dispositif qui est mis en place par, Ocapiat, et qui permet comment dirais-je? De valoriser le temps qui est passé, par les employeurs, au moment de l'embauche pour intégrer le salarié, le nouvellement embauché et le faire monter en compétences. Ça permet d'obtenir, à peu près on est sur des défis pro, ça permet d'obtenir à peu près, 1 800 € par salarié, d'aide et d'accompagnement sur, cette montée en compétences. OK, merci Isabelle. Isabelle, A-t-on j'ai mis le lien aussi. Je te remercie Pascal, j'ai vu, merci. Parfait. A-t-on d'autres questions? Alors vous avez les adresses mail, des intervenants, qui ont participé à cette présentation. Il ne faut vraiment pas hésiter à les contacter. Quand je vous enverrai le guide, vous verrez à la fin du guide, il y a des contacts aussi. Donc de la même manière, n'hésitez pas pour toutes les questions que vous pouvez avoir à vous tourner vers, les, vers, du coup chaque responsable, des parties du guide et qui seront ravis de pouvoir répondre à vos questions. Donc je vais clore, l'enregistrement. Merci à Attends, il y a tous. encore un message. Ah, pardon. On nous a parlé d'un contrat pro expérimental. Est-ce une aide? Alors c'est pas une aide à proprement parler, c'est un dispositif aussi d'accompagnement à l'embauche. Comme il existe le contrat de pro, là, le contrat de pro expérimental permet de former également soit en interne, soit en externe, mais sur, quelque chose qui ne débouche pas sur un diplôme ou une certification. Donc c'est beaucoup moins, je dirais, restrictif que le contrat de professionnalisation et ça peut être applicable dans quasiment la totalité des cas d'embauche. Merci. Alors, lorsque j'ai pris un apprenti, j'ai fait un TESA+, l'organisme Ocapiat m'a forcé à prendre un comptable pour faire des DSN. Sinon, je n'avais pas les aides pour un apprenti. Est-ce que peut-être la Alors, MSA pourrait oui. répondre? Alors, excusez-moi, mais là, je trouve ça bizarre que Ocapia vous ait obligé à prendre un comptable, puisque la DSN, enfin le TESA+, c'est la MSA qui produit la DSN. Donc, je ne vois pas, ils reçoivent de toute façon l'information, puisqu'ils vont être destinataires lorsque vous allez faire le bulletin de salaire. Donc je ne vois pas trop pourquoi, et je vois enfin, il faudrait revenir vers nous, en fait, en nous envoyant, je pense que ça a dû être un courrier que vous avez dû recevoir. Donc n'hésitez pas, vous envoyez, à l'adresse mail, accompagnement employeur, justement votre dossier avec, le courrier que vous avez reçu d'Ocapia qui vous demandait, de passer par un comptable. Alors, restez encore un peu connectés, quelques minutes. Je vais arrêter, l'enregistrement et on va passer, si ça vous dérange pas, à un petit sondage pour ceux qui y ont accès, pour, connaître votre ressenti vis-à-vis, de ce webinaire. En tout cas, merci à tous, heu